J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une femme de terrain et de conviction, Ariane Bourrelier, qui est actuellement directrice de l'association MJC Montmélie et Madeleine Rebériou à Créteil. On se retrouve juste après ce jingle. Radio Vibe. Ariane Bourrelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice depuis 2010 de l'association MJC du Montmélie et Madeleine Rebériou à Créteil, l'une des plus grosses maisons des jeunes et de la culture de l'Île-de-France, sur l'Île-de-France. Bon, avant de parler du travail que vous accomplissez avec votre équipe, nous aimerions vous connaître davantage. C'est un peu les règles de notre émission et nous rapprocher de la petite fille que vous étiez, Ariane Bourrelier, car on ne devient pas ce qu'on est par hasard. D'où venez-vous ? Je viens de Paris, je suis née à Paris dans le 6e arrondissement. Un beau quartier. Oui. 6e arrondissement, donc c'est Saint-Germain-des-Prés ou plutôt Non, Montparnasse. un peu au-dessus, au-dessus du Luxembourg en fait, entre Port-Royal et le Luxembourg. Et de quel milieu socio-culturel D'un milieu qu'on va dire privilégié. En fait, moi, je me suis fait penser tout à l'heure à une petite légende en fait d'un de mes ancêtres. Un de mes ancêtres au 19e siècle, donc ça remonte, a fait fortune à Cuba. Il était peintre et il a fait des lithographies pour des boîtes de cigares. Et il a fait fortune. Et il a monté une imprimerie ensuite. Il était également imprimeur. Il a monté une imprimerie et ensuite il a monté une maison d'édition. Et c'est comme ça que dans la famille, en fait, on a pu avoir la chance d'avoir la culture du livre et la culture en général, on va dire. Oui, effectivement. Et est-ce que... quel enfant étiez-vous ? Plutôt réservée, plutôt au contraire exubérante Non, entre les deux, en fait, je pense, mais plutôt à faire le clown, oui, quand même, pour vouloir faire rire potentiellement, je pense, un peu. Et puis, j'ai rêvé de théâtre très jeune, donc je pense à la question de la représentation devait être importante pour moi. Et d'où vient, pourquoi ces rêves de théâtre ? Ça vient de quelqu'un de votre famille ou... Alors, dans la famille, il y a eu donc un arrière-grand-père qui rêvait de faire du théâtre, mais qui était dans l'édition et qui n'a pas pu en sortir parce que ça ne se faisait pas dans ces milieux à l'origine. Ma mère, qui elle-même a un parcours théâtral, est comédienne. Ah, d'accord. Et puis, moi, en fait, je l'ai découvert ça dans les colonies de vacances quand j'avais 4 ans. Voilà, et à partir du moment où on m'a mis sur scène, j'ai toujours eu envie d'y retourner. Donc vous avez continué vos études et parallèlement vous suiviez des cours de théâtre. Comment ça se passait ? Non, j'ai été dès le lycée, j'ai commencé à faire des cours de théâtre. Et puis après, en sortant après le bac, j'ai fait un bac scientifique, mais parce que je ne savais pas encore bien quelle était mon orientation. Mais en sortant du bac, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, d'abord privé, puis après je suis entrée à la classe supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Et puis en parallèle, j'ai monté ma compagnie. Et puis voilà, donc j'ai un premier parcours uniquement Ah oui, théâtral. vraiment théâtral, quoi. Vous étiez donc vous avez monté. Vous étiez que comédienne à l'intérieur de votre compagnie ou vous étiez aussi metteur en scène ? Non, assez vite. En fait, on était un groupe de jeunes comédiens avec les difficultés des parcours des jeunes comédiens. Moi, je savais pas très bien aller me vendre entre guillemets à l'extérieur. Donc assez vite, puis compte tenu de mon physique, on disait les personnages que je pouvais interpréter, j'ai compris qu'il fallait que j'attende un peu, donc j'ai décidé de ne pas attendre et de monter ma compagnie moi-même, avec des amis, on était plusieurs. Et on a monté notre compagnie, j'étais celle qui administrativement avait le plus potentiellement... en tout cas, je l'ai fait, je me suis attelée à la comptabilité, aux démarches administratives diverses et variées, et puis en fait assez vite j'ai eu envie de faire de la mise en scène. Au début on tournait un peu entre les uns et les autres, puis finalement c'est plutôt moi qui les ai fait. Ouais. Et quel genre de spectacle montiez-vous ? Alors c'était plutôt classique. En fait, moi mes influences elles venaient pas mal du Campagnol. Ah oui, formidable. C'est un des spectacles qui m'a marqué quand j'étais jeune, j'avais 13 ans. Jean-Claude Panchenard. Le bal, voilà. Magnifique. Oui. Donc ça m'a marqué énormément. Après, il y avait le côté esthétique et puis ensuite, il y avait les choix de texte. Donc j'ai pu monter un montage de récits de Tchekhov parce que j'aimais beaucoup Tchekhov pour essayer de comprendre ce qu'il voulait raconter. Je trouvais qu'on le voyait bien dans les récits et c'était plus accessible pour moi que dans les pièces. Et puis après, entre autres, j'ai pu monter un jeune auteur irlandais contemporain qui s'appelle Colin Tivan, Le Grand Large. Et pour moi, ça, c'était une très belle expérience que j'ai rencontré l'auteur qui avait mon âge. Ouais.
Et voilà, puis après, non, j'ai monté aussi à Roll Pinter. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'expériences comme ça. Et vous produisiez où? Vous aviez des lieux favoris, enfin, où qui pouvaient vous accueillir régulièrement, ou à chaque fois il fallait chercher On avait un contact dans le sud à Cap d'Aille, et puis où on avait eu des échanges avec l'Allemagne en fait. Donc on est allé à Lübeck, on est allé à Saarbrück, et puis sinon à Paris en fait on a cherché donc au Tourtour, le théâtre du Tourtour qui n'existe plus. Oui, avec Jean Fabre. Voilà, tout à fait. Très beau lieu. Le Grand Large, et on avait présenté le Tchekhov également là-bas. Et puis on a joué au théâtre du Funambule, qui était un petit théâtre à Paris aussi. Et puis là je sais plus. Et après j'ai joué, en fait plus tard, hein, j'ai arrêté. C'est compliqué en fait, parce qu'à un moment donné j'ai rencontré le domaine de l'éducation populaire et je me suis fait embarquer, mais j'ai continué à faire du théâtre jusqu'en 2005. Et donc ensuite j'ai plutôt travaillé avec des amis comédiens qui sont partis en province, une ville qui était à Toulouse. Donc ensuite il y a eu je travaille avec le théâtre de Toulouse, et puis, des petits théâtres à Toulouse, le théâtre du Fil à Plomb, le théâtre la cave poésie, je crois, je sais plus. Ouais, ça vous a jamais quitté en fait, hein, parce que j'ai vu, je sais plus où, que vous aviez même fait l'année dernière une lecture dans le cadre d'un événement sur l'Algérie. Vous avez lu un poète. Oui, j'ai dit un poème de Noureddin Abba. Oui, donc en fait, c'est quand même toujours présent, j'imagine. Pour moi, ça fait partie de moi en fait. J'ai appris un métier, mais au final, ça fait partie de moi. Ouais. Et alors donc, quand est arrivé ce pouf là, l'animation, l'éducation populaire est arrivée dans votre vie? Comment ça s'est fait? En fait, assez naturellement, au sens où quand j'étais dans le théâtre, j'étais très travaillée par la question du théâtre populaire, du fait de partager la chance que j'avais eue. Au départ, c'était ça. Moi, j'avais eu beaucoup de chance et j'avais envie que d'autres personnes puissent... que les gens aient le choix en fait. Et moi j'avais bien perçu que moi j'avais eu le choix et qu'il y a d'autres qui n'avaient pas le choix. Donc j'avais une petite bataille sur la question du théâtre populaire. J'ai beaucoup lu Jean Vilar, mais je voyais bien qu'à un moment donné j'étais décalée par rapport à une époque. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je me tourne vers ce qu'on pouvait appeler le populaire dans notre époque. Donc j'ai voulu travailler dans les quartiers. J'ai commencé par animer des ateliers de théâtre un peu à droite à gauche, notamment à Rosny-sous-Bois, dans le 20e au Haute-Belleville, dans une MJC pour la première fois. Également à Boissy-Saint-Léger, dans différents cadres. Et ça a été pour moi une grande rencontre. Tout à coup, ça me donnait une réponse à ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me sentais pas très utile, malgré tout, dans le travail artistique que je pouvais faire, et plus finalement sur cette rencontre avec l'animation. Mais est-ce que vous aviez un besoin de vous démarquer de votre milieu familial, de ce que vous aviez reçu En tout cas, oui, non, mais j'étais warrior, c'est sûr. J'étais warrior à plein de niveaux d'ailleurs. Donc non, oui, certainement. Bon, on se retrouve juste après cette page musicale. Moziba többé, az egésznek véget vetek. Én nem fogok másokért sírni, hogy én rajtam röhögjenek. Én nem megyek moziba többé, csak tétlenül elzsibbadok. A személyem semmit se számít. Une chanson puissante, un peu genre cabaret, d'un artiste à la fois acteur, écrivain, chanteur, réalisateur hongrois, très populaire dans son pays, une espèce de Woody Allen hongrois, qui s'appelle Kern András, un choix de Ariane Bourrelier. Le titre de la chanson, peut-être nous le dire en hongrois? Et nem megyek moziba többé. Je ne sais pas si je le dis très bien. Bon, en tout cas, vous avez essayé, c'est formidable. Donc toujours en votre compagnie, Ariane Bourrelier, directrice de l'association MJC Montmélie Madeleine Reberiou, dans l'émission Parlez-moi de vous sur Radio Vibe. Donc on continue votre parcours et au moment où vous décidez de vous investir davantage dans l'éducation populaire et vous passez donc un concours, c'est ça? Oui. C'est comme ça que ça se passe? Comment... En fait, j'ai donné un atelier théâtre dans la MJC de Haute-Belleville et puis je me demandais un peu comment travailler dans un centre culturel où je savais pas trop en fait, MJC, et puis on m'a conseillé d'abord de faire une formation qui s'appelait le DEFA parce qu'il n'existe plus. Diplôme d'état de formation métier de l'animation. Et donc pendant une année, et puis j'ai fait un stage sur une MJC à Bonneuil-sur-Marne, donc j'étais à côté d'ici. J'ai fait un stage au service culturel de la ville de Bonneuil, et j'ai découvert la MJC de Bonneuil, et en fait je me suis dit que c'était dans
dans ces associations-là que je trouverais ma place, qui était à cheval entre le social et le culturel, potentiellement l'artistique, et qui était associative. Ça me semblait correspondre à mes recherches personnelles. Oui. Et donc je me suis renseignée, et j'ai donc su qu'il y avait les fédérations et qu'il y avait un concours qui existait pour pouvoir faire une formation pendant 2 années. On sortait avec une maîtrise, un certain nombre de diplômes. Et où après, on pouvait donc accéder à des postes de direction de D'accord. Et ce concours, ça s'appelait comment Non, le centre de formation s'appelait l'INFED. Ah oui, d'accord. Et puis après, oui, ok. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez passé ce concours et que vous avez obtenu. Voilà. Ouais. Et vous avez été muté à Annecy, c'est ça? Donc, alors, en fait, j'ai fait la formation pendant 2 ans en Bretagne et après, je cherchais un poste. Et à l'époque, il y avait différentes possibilités parce qu'il y avait du travail. Voilà, dans ce cadre-là. Et donc, notamment un poste à Annecy. Et donc, j'ai choisi celui d'Annecy parce que ça me semblait être bien pour démarrer. Oui. Et pourquoi vous avez fait votre formation en Bretagne? Parce que le centre de formation était situé en Bretagne. D'accord, c'est ça. C'est pas un choix de votre part. Aujourd'hui, il n'existe plus, mais il y a une formation qui existe en région Île-de-France maintenant, du même type, en fait. Donc, vous avez travaillé à Annecy, à Noisiel et à Paris aussi, où vous avez travaillé au pôle Simon Lefranc, situé dans le Marais. Donc, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur chacun de ces centres, chacune de ces expériences. Alors, j'ai été attirée à Annecy parce que c'était... En fait, quand j'ai cherché le premier poste, j'étais donc encore un peu jeune, 29 ans, et il y avait un poste à la Croix des Oiseaux, la musée de la Croix des Oiseaux à Avignon. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais il y avait un monsieur qui s'appelait Christian Blanc, qui était le directeur juste avant et qui était très militant. Et dans la MJC, il y avait une grande affiche contre le Front National. Ça m'avait marqué à l'époque. Je me dis, tiens, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans une MJC et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ça m'avait semblé être intéressant. Je sentais que c'était le bordel un peu dans cette MJC, mais qu'il se passait quelque chose. Ouais. Et puis à Annecy, c'était une maison de l'enfance qui avait une histoire aussi assez forte, mais qui avait dû, de par les législations, enfin les réglementations, se cadrer de plus en plus. Et il me semblait qu'il fallait remettre un peu du bordel, entre guillemets, dans cette association-là. Il se trouvait un mixte, en fait, entre le militantisme et puis en même temps respecter les règles. Donc voilà, Annecy, j'ai appris beaucoup justement comment... parce que c'était des professionnels très professionnels et donc j'ai appris comment vraiment structurer un projet. Voilà, mais je ne me suis pas pris dans la ville d'Annecy parce que c'était... trop loin et puis que j'étais extérieure à cette ville et je ne trouvais pas ma place. Donc je suis partie assez vite et je suis rentrée donc chez moi et en Île-de-France et là j'ai trouvé un poste à Noisiel où là par contre je me suis beaucoup plus je me suis laissée beaucoup plus aller en fait à ce que je voulais faire moi. C'était un lieu c'était une association où on était sur l'interculturel et donc j'ai commencé à travailler sur l'interculturel qui est plutôt devenu la diversité culturelle. Et en fait, j'ai monté un projet qui s'appelait D'une culture à l'autre. Enfin, j'ai monté avec l'équipe, bien entendu. Ouais. Et l'idée, c'était de faire que les personnes circulent d'une culture à l'autre tous les 3 mois. Donc, c'était assez dense. Ah, c'est bon, ça, dis donc. Ouais. Et dans l'objectif que chacun trouve sa propre culture, en fait. En fait, ça partait un peu des propos que j'entendais sur la question de l'intégration culturelle, l'intégration à la culture française. Et je me disais, mais non, la ville de Noisiel, aujourd'hui, on est plutôt sur une culture qui a bougé entre le projet de départ d'une ville nouvelle, avec les pionniers et qui avaient une projection de ce qu'ils imaginaient pour leur ville. Et puis la réalité d'aujourd'hui avec 79 nationalités différentes. Dans la MJC, on voyait bien que c'était moins divers qu'à l'extérieur. Donc l'idée, c'était d'ouvrir la MJC et puis aussi de travailler sur cette identité de cette ville. Donc ça fonctionnait très bien. C'était pour quel public mélangé Intergénérationnel. On partait beaucoup d'entretiens d'habitants, justement. L'idée, c'est de faire raconter ces parcours d'immigrés, de valoriser les immigrés et leur parcours de héros face à pour leurs enfants, pour tout le monde, mais que ce soit valorisé auprès de leurs enfants en particulier. Et donc, l'idée, c'est que ça circule et que, du coup, les personnes passent d'une culture à l'autre. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. On est passé des gens du voyage, donc on a fait un temps fort sur une aire d'accueil de Manouche et gens du voyage au sens plus large du terme, qui était située à Embrainville-Noisiel. On a ensuite fait l'Algérie, avec la diversité des liens avec l'Algérie pour la culture française. C'était le Mali, la Chine, etc. Et donc ensuite, on avait eu plusieurs reconnaissances, notamment de la Fondation Abbé Pierre, de la CAF, par le biais d'un agrément centre social. J'ai perçu qu'en fait, cette question de diversité culturelle, c'était le moment où il fallait l'aborder, en fait. C'était entre 2002 et 2007, et c'est toute la période aussi où il y a eu la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et donc, on a pu travailler aussi sur le projet, et c'était
voilà, c'était je pense une grande période de questionnement sur ces sujets-là qui continue, qui n'est pas finie. Que vous avez su saisir et après donc vous passez de cette ville quand même très très populaire à Noisiel, tout ça, pour revenir à Paris encore. Voilà, Pourquoi Il y avait une raison personnelle, c'est que j'avais une petite fille et que je vivais à Paris, donc ça me semblait aussi plus facile pour moi en termes privés, tout simplement. Après, c'était le pôle Simon Lefrance, et j'ai eu la chance de pouvoir l'ouvrir, le faire. Oui. En gros, je suis arrivée, il y avait... J'avais juste les clés et il fallait choisir tout. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de voir dans quelle mesure on pouvait reprendre cette démarche sur la diversité culturelle dans le 4e, avec les identités fortes du 4e arrondissement, qui est l'identité juive, puis l'identité homosexuelle, l'identité bobo, la Chine aussi, la culture chinoise qui arrivait dans le 4e. Donc, on a démarré par... un projet qui était Juifs Arabes Rencontres culturelles, et où moi, petite personnage, j'ai découvert à quel point... l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord avait avec cette rencontre avec les Juifs ashkénazes qui étaient là depuis plus longtemps et avec une histoire différente, comment ça s'était vécu dans le 4e. J'ai trouvé que c'était assez étonnant, en fait, comment des enfants ashkénazes avaient rencontré des enfants séfarades qui arrivaient avec leur grande famille, avec le poivron rouge, la culture du Maghreb, alors qu'eux étaient plutôt sur une culture polonaise d'origine, et pas du tout la même. Et je trouvais que ça permettait de mieux comprendre aussi qu'on ne peut pas enfermer, en fait. Qu'il ne faut pas enfermer qui que ce soit dans quoi que ce soit. Et voilà. Et après, on a fait des homos, des hétéros, des familles. C'était très bien aussi. C'était intéressant. Là, j'ai vu à quel point, moi qui faisais des entretiens d'habitants depuis très longtemps, à quel point les homosexuels, ça devenait beaucoup plus difficile de le faire, tout de suite, la question de est-ce que ça va apparaître sur Internet, est-ce que je veux pas que ça se sache. C'était un sujet beaucoup plus douloureux, parce que la discrimination potentielle est dans la famille, n'est pas à l'extérieur, mais dans la famille. Et du coup, je pense que c'est plus violent encore, en fait. Et donc voilà, j'ai continué ce petit bout de chemin, et puis il se trouve qu'en fait, après... il y avait un déménagement qui s'organisait en familial à Créteil. Je pensais pas particulièrement partir de Simon Lefrance à ce moment-là, mais du coup il y avait cette opportunité-là de trouver aussi un poste à Créteil au même moment. Mais c'est intéressant, tout ce parcours-là d'un endroit à l'autre, d'une culture à l'autre, et du coup ça, j'imagine que ça correspond à ce que vous êtes, de toute façon, une femme qui aime découvrir, qui s'intéresse et qui veut faire se rapprocher les gens, j'imagine. J'aimerais juste rappeler brièvement l'historique de la MJC en France. Je trouvais ça un peu drôle. Donc les premières structures qui sont à la base des MJC ont été créées pendant la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement de Vichy, vous me direz si vous avez l'interdit, qui avait lui-même repris les idées de Léo Lagrange durant le Front populaire. Donc voilà. Mais évidemment, ces maisons prennent leur distance avec le gouvernement de Vichy, on sait pourquoi, avec des actions de résistance en 1942. Je dis juste le petit texte qu'il y avait pour... au sujet de ces maisons. Nous voudrions qu'après quelques années, une maison d'école au moins dans chaque ville ou village soit devenue une maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la nation, de quelque nom qu'on désire la nommer, où les hommes ne cesseront plus d'aller, sûrs d'y trouver un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. Et je vais vous lire aussi la circulaire du 13 novembre 1944 par la direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Les MJC ont pour objectif la responsabilisation et l'autonomie des citoyens. Elles ont la capacité à réunir et à mettre en mouvement des citoyens et à développer des initiatives nouvelles et innovantes. Elles veulent lier jeunesse et culture dans une perspective d'éducation populaire. Responsabilité, union, mouvement des citoyens, initiatives innovantes, tout ce que vous faites. Et donc, dans votre cahier des charges, j'imagine, les statuts sont les mêmes. La prise de conscience de la capacité de la population à agir, un citoyen actif et responsable d'une communauté vivante, rencontre entre les cultures, vous venez nous en parler, accès à la culture ainsi que l'expression, développer la personnalité de chacun. Comment vous y prenez-vous? Donc vous nous avez déjà expliqué, mais pour mener à bien cette profession maintenant de foi, et pour garder la foi surtout. Ça, je la garde. Pour moi, en fait, oui, je pense que en fait, on en revient à... Oui, le parcours,
En fait, quand j'ai démarré vers l'éducation populaire, au départ, c'était effectivement que chacun ait le choix de voilà, ses choix de vie, en fait. Ça, pour moi, c'était important. Et la liberté aussi, la liberté d'expression. Après, je suis passée de la chance d'accéder à la culture dominante, entre guillemets, à finalement le partage des cultures des uns des autres. Je me suis rendu compte que ma culture, à moi, n'était pas forcément plus riche que celle des autres. Juste, j'avais juste eu plus le choix sur certains aspects. Oui.